Au cœur de l'observation brillée sur les questionnements du vécu quotidien de la population congolaise, votre émission Synopsis a saisi au frais la problématique autour du déploiement de la force régionale. Comme vous le savez, la force régionale est actuellement déployée pour mettre fin à la problématique de l'insécurité en connivence avec le FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de cette émission, nous allons également aborder la question sur l'option prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour que les détenteurs des diplômes d'État puissent être formés pendant au moins 15 jours pour une formation militaire, tous dans les soucis de combattre cette insécurité grandissante qui bat son plein à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà ce qui va constituer l'ossature de cette émission Synopsis qui reçoit pour vous Messieurs Corneille Mulumba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, analyste politique. Il a rédigé plusieurs livres et c'est lui qu'on va recevoir aujourd'hui au cours de cette émission Synopsis. Bonsoir, Monsieur Corneille Mulumba. Bonsoir, Monsieur Dikabeya. D'entrée de jeu, comment interprétez-vous l'option prise par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire pour que les détenteurs des diplômes d'État puissent au moins recevoir une formation militaire de 15 jours? Moi, je pense que le ministre n'est pas allé suffisamment loin dans sa proposition. La proposition du service militaire, elle est bonne. Dans mon ouvrage, intitulé Piliers et dynamique pour un grand Congo, je le propose aussi. Je pense que le service militaire obligatoire de 12 mois, pas de 15 jours, de 12 mois, il est nécessaire. Non seulement le service militaire permet pour un pays comme le nôtre de nous sécuriser, mais l'armée c'est aussi une école de discipline. Si on veut se prendre en charge, c'est important de passer par l'armée. C'est une école de patriotisme, l'armée. Donc, c'est une école de métier aussi, l'armée. Donc, je pense que ce n'est pas seulement ceux qui terminent qui doivent y aller, mais tous les jeunes Congolais doivent faire le service militaire. Et je pense qu'effectivement, lorsque quelqu'un vient se faire embaucher, ceux qui sont passés par l'armée, ceux qui ont fait le service militaire, devraient être privilégiés. Donc, pour moi, c'est au moins 12 mois. Et puis, c'est obligatoire, pas seulement ceux qui viennent de terminer avant de passer à l'école supérieure, mais c'est tous les jeunes. D'autres compatriotes peuvent aller se recycler. On peut trouver des aménagements. Quelqu'un qui travaille peut aller faire son service militaire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est important pour sécuriser notre pays qu'effectivement, un pays aux dimensions continentales comme la RDC puisse avoir suffisamment de militaires formés. Mais pensez-vous que cette option du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire viendra en appui pour résoudre l'insécurité à l'est de la République démocratique? Mais ça ne concerne pas seulement l'est du pays. Vous savez, je l'ai déjà dit sur votre plateau, un pays comme la Corée du Nord a 25 millions d'habitants et n'a pas toutes les ressources naturelles que nous avons ici. Mais la Corée du Nord a une armée de 1 250 000 soldats, plus de 5 ou 6 millions de réservistes. La RDC doit avoir une armée d'au moins 2 à 3 millions de soldats, plus les réservistes. Donc, je pense que c'est ça pour être en sécurité. Aujourd'hui, on nous agresse par de l'Est, mais demain, ça peut être l'Ouest, ça peut être le Nord, ça peut être le Sud. Puisque nous sommes la RDC, avec tout ce que nous avons comme ressources naturelles, il est important que nous nous sécurisions. On dit, qui veut la paix prépare la guerre. Ce n'est que parce que nous sommes suffisamment armés, suffisamment entraînés, que les gens d'autres pays ne vont pas chercher à nous agresser. Parce que, comme on dit, entre les pays, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Donc, c'est important, pas seulement pour l'Est, mais d'une manière durable. Mais pensez-vous que le nombre ou la floraison des militaires, celles suffisent pour sécuriser, alors que ce qui importe, c'est la qualité de la formation militaire? Mais c'est ça que j'ai dit, non? Quand vous avez, c'est pour ça que j'ai dit 15 jours, ça ne sert à rien. Prenons une année de formation militaire. En une année, la formation, on peut utiliser l'armée, on peut l'utiliser la moitié du temps pour la formation, l'entraînement, l'autre moitié pour la production, pour que l'armée se prenne en charge,
pour apprendre des métiers, pour tout ça. Donc, il faut au moins 12 mois. Pour moi, il faut au moins 12 mois. Un jeune qui est passé par l'armée, qui a fait 12 mois dans l'armée, il peut apprendre un métier, il prend conscience, on le forme, c'est quoi le Congo, on le forme au patriotisme, en même temps il apprend la discipline, donc c'est tout intérêt pour notre pays d'avoir des jeunes qui sont passés par l'armée. Donc nous devions tout à fait encourager, soutenir cela, pas pour 15 jours, mais au moins pour 12 mois. Mais faudra-t-il admettre que pour cette formation, il faut une prise de conscience politique indispensable aussi à une élite qui sera prête de créer au Congo des conditions de vie meilleures à sa population? Mais je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire avec des émissions comme celle-ci. Avec l'armée, on peut former vous savez, dans d'autres pays, l'armée a ses écoles, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'aux universités. L'armée a ses hôpitaux, n'est-ce pas? L'armée a beaucoup de choses. L'armée construit des routes, l'armée a des champs, l'armée a beaucoup de choses. Donc, je pense que ici, on apprend en plus, comment dire, à se prendre en charge. Le prendre en charge, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on crée les conditions de dissuasion. Si la RDC a une armée de 3 millions de soldats, quel est ce pays qui va venir oser nous agresser? Il saura très bien à quoi s'attendre. Donc, c'est important que nous fassions ça. Moi, je soutiens cette idée tout à fait. Je pense que c'est l'intérêt de tous les Congolais, de nos élus, de soutenir la réalisation, la matérialisation rapide de cette initiative, mais en allant jusqu'au bout de la démarche et pas en restant au bout des chemins. Mais ceux qui sont formés doivent aussi avoir cette conscience de ne pas trahir leur nation. Mais c'est ça, non? Mais à l'armée, quand je parle de patriotisme qu'on apprend à l'armée, c'est aussi ça. C'est pour défendre votre pays. C'est de défendre le peuple congolais, défendre le territoire congolais. Je pense qu'on apprend ça aussi. Mais malgré ce on apprend, mais sur terrain, on voit également des Congolais, des patriotes qui trahissent leur pays, chose qui n'augure pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche de l'armée. Nous sommes dans le monde des hommes. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est pour ça qu'on prend des dispositions. C'est pour ça qu'au sein de l'armée, vous avez des services d'espionnage, des services de contre-espionnage, et que l'armée, c'est la discipline, et que l'armée, vous trahissez, vous savez ce que ça peut vous coûter, c'est-à-dire votre vie, ainsi de suite. Donc, tout ça, on forge le Congolais, on le discipline, il apprend le patriotisme et ça met à défendre notre pays. Et puis surtout, on crée les conditions pour que qu'on n'ait plus de problème de manquer de nourriture. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'a pas à manger, il est très fragile, il est très exposé, il est dangereux même. Donc l'armée peut avoir des champs, peut avoir des fermes dans tous les territoires du pays. Donc moi, je soutiens vraiment cette idée. À cela s'ajoute aussi le détournement de ces nourritures. Mais non, encore par une fois, les autorités, les officiers de l'armée, en fait. Si une autorité de l'armée détourne soit de la nourriture, soit de les équipements, soit de l'argent des militaires, son sort dans des pays comme la Corée du Nord, il est exécuté. Pendu voire même. Il est exécuté, pendu ou... C'est direct, ça ne saute même pas. En Chine, c'est pareil. C'est sur une affaire de quelques heures. Hein. Vous avez détourné, vous avez volé, votre sort est déjà connu, vous êtes un homme mort. Donc, c'est tout ça qu'il faut introduire. Le problème ici, c'est que vous entendez, on a volé ceci, on a détourné là-bas, 15 millions ici, 30 millions là-bas, 150 millions, 400 millions ici, ainsi de suite. Mais vous n'entendez personne, vous n'entendez pas qu'on a arrêté quelqu'un qui a été condamné à 20 ans, 30 ans de prison, vous n'entendez rien. C'est ça le problème. Donc, je pense que la sanction, elle est très importante pour discipliner. Il ne suffit pas de dire que ceci a volé. On ne peut pas objectivement voler 15 millions, ou 20 millions, 30 millions, 100 millions, sans qu'il n'y ait pas de traces. Vous savez, on a tous parlé de l'argent des choses de 100 jours ici. Oui. On parle de montants faramineux de 500 millions de dollars. Avec 500 millions de dollars, on a remis en place la banque de crédit agricole pour donner du travail aux jeunes agriculteurs. On a remis sur pied la SOFIDE. On a fait beaucoup de choses. Vous comprenez, beaucoup de choses. Mais il y a eu cette affaire-là. Si on pose la question aujourd'hui, qui est arrêté, qui est en prison pour cette affaire-là? Qui? Personne. Comment est-ce possible?
On a parlé de l'affaire de Bukangalozo. On parle de perdu 280 millions de dollars. Qui est arrêté? Personne. C'est quand même pas possible. Et Chile Gelou et j'en passe les rames et tout le reste. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on détruit le pays. C'est-à-dire qu'on donne l'exemple de ce que ici, il y a l'impunité. Et là où il y a impunité, il ne peut pas y avoir discipline. Mais pour les cas du projet des 100 jours, il y a un procès par rapport à ça. Quel où procès? on a vu aux grandes dames Vital Caméré être appréhendé ou arrêté. Oui, oui. Et Léo Caméré, aujourd'hui, ça c'est une première chose. La deuxième, ok, l'argent est où? L'argent est où? Parce que si vous prenez votre caméra, que vous faites le tour du Congo pour voir, pour voir ce qui a été réalisé avec les 500 millions de dollars, vous n'aurez rien. Que l'on laisse ces soins à la justice, c'est à la justice. Mais c'est ça que je veux dire. La justice, oui. Mais l'argent est où? Bien sûr, on a libéré Caméré, acquitté, bien, pas de problème. Ça, c'est la justice. Mais que la justice nous dise l'argent est où? On a fait quoi avec plus de 500 millions de dollars? On a fait quoi? C'est ça la question. On a fait quoi? Qu'on nous dise où est cet argent-là pour qu'on puisse le réinvestir. Qu'on dise ce qu'on a fait de l'argent de Bukangalozo. Concrètement, on a fait quoi? Mais on voit quand même le Messie sur qui il est vraiment. Qui ça? Matata Pogno, qui est à la base du débâcle de ces Bukangalozo. J'entends des discussions pour tel cours ne peut pas juger, tel cours ne peut pas juger. Très bien. Alors, quelle est la cour qui peut juger? Parce que aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Tout Congolais est justiciable. Comme disent alors, si ça n'existe pas, qu'on le crée ce tribunal-là, mais que ceux qui doivent être jugés soient jugés, et surtout que l'argent perdu soit retrouvé. L'argent perdu doit être retrouvé parce que l'argent qui a été perdu là, c'est votre argent, c'est mon argent, c'est l'argent de tous les Congolais. Comment est-ce qu'on peut perdre 300 à 400 millions de dollars? C'est pas possible. Et que personne n'est arrêté dans aucun des projets, aucun. Personne n'est arrêté. Au contraire, même il y a des promotions. Alors, c'est le problème. Donc, pour moi, oui. L'armée, là, c'est très important parce que ça apprend à discipliner. La discipline militaire, on doit l'introduire même dans le civil. Ça fait partie de l'éducation, de la formation, pour créer les conditions pour que notre pays aille de l'avant. Nous, on ne doit pas s'éterniser là-dessous. Abordons maintenant la question sur les déploiements du force régionale à l'est du pays. Êtes-vous d'avis que cette force va réellement combattre pour mettre fin à l'insécurité à l'est du pays? Monsieur Eddy, je l'ai dit, non seulement je l'ai dit dans mon livre, mais sur votre plateau, je l'ai dit 1001 fois. J'ai dit que c'est à la limite de la haute trahison. Pour quelle raison cette force, qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'on a besoin de cette force-là? Nous n'avons pas, notre pays ne peut pas entrer d'abord dans l'EAC parce que l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, est composée que de pays ennemis à la RDC. Le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. En Ouganda, vous avez la base de la MONUSCO. Le Kenya qui est la base régionale de la CIA. Vous avez donc, qu'est-ce que notre pays est allé faire là-bas? On a fait entrer notre pays dans cette communauté sans même qu'il y ait un débat parlementaire, ce qui est très très grave. Alors, ça c'est un. On a autorisé ces troupes d'entrer sur notre territoire. Pour quelle raison? Si on dit que l'M23 c'est le Rwanda, que le Rwanda est dans l'EAC, mais alors, si l'M23 recule pour laisser la place autour de l'EAC, ça veut dire que c'est le Rwanda. Donc ça veut dire que nous perdons le contrôle sur cette partie de notre territoire. On n'a pas besoin de l'EAC. Nous devions immédiatement exiger donc l'annulation de cet accord-là. Ces troupes doivent rentrer dans leur pays. Mais quand vous dites cela, jusque-là, on n'a pas encore, parmi la force, en fait, les gens, les troupes, on n'a pas vu le Rwanda. C'est la force soudanaise qui est jusque-là en train de récupérer un certain nombre de territoires. Ne soyez pas naïfs. Lequel d'entre vous est allé vérifier, à part le costume qu'ils ont porté, que celui-ci est rwandais ou n'est pas rwandais? Qui est allé vérifier? Et puis, Rwanda, si l'Ouganda est là, n'oubliez pas qu'avant l'EAC, on avait déjà les troupes de l'Ouganda qui étaient chez nous, soi-disant dans le cadre de la mutualisation des forces. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que même les fameux M23 entrent par le parti contrôlé par le Rwanda, par l'Ouganda.
Je veux dire que nous sommes en train de trahir notre propre pays. La fois passée, je vous ai dit qu'il y a suspendons cette affaire-là de l'EAC et tout ça. Ça c'est un autre. Mais ils sont là, ils sont déjà là. Mais nous pouvons, des accords, on peut les annuler, on peut les dénoncer, on dénonce ça. Je veux dire que nous devons transférer dans cette partie de l'Est de notre pays au moins 30, au minimum 30 000 militaires en plus de ceux qui sont là-bas. Parce que les troupes qui sont là ne sont pas là gratuitement. Elles ne sont pas là gratuitement. Alors, elles viennent. Qui ont-ils derrière elles? Les États-Unis, la France. Mais si le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Sud-Soudan ont derrière eux les États-Unis, qui sont intéressés par les minéraux stratégiques de cette partie de l'Est, et la France par le pétrole et tout ça. Mais alors, donc, qu'est-ce que nous pouvons attendre? Il n'y a qu'une solution, c'est nous mobiliser nous-mêmes, mobiliser l'armée, renforcer l'armée, les troupes sur place, pour faire un grand travail médiatique, pour dénoncer ce qui se passe, en même temps surtout nous défendre, et négocier avec des pays, certains pays amis de la SADC, pour passer par eux, pour obtenir toutes les armes qui sont nécessaires. Il n'y a pas d'autre choix. Le reste, c'est une perte de temps. Et on va être distrait maintenant en 2023 par les campagnes électorales et par les élections, pendant que les autres renforcent leur position. Avec 5 armées étrangères sur notre sol, sans compter l'espace que le Rwanda vient d'acquérir aux choses à Malukisi de l'autre côté, en vous rappelant aussi que le chef de l'État de Congo-Brazzaville était militaire, et sans compter les espaces que le Rwanda vient d'acquérir encore au nord de l'Équateur, du côté de Libyengue là-bas. Donc, on est menacé, et maintenant on entre dans une année électorale, on commet l'erreur grave, très grave, à la limite de la trahison aussi, d'accepter que la MONUSCO reste encore ici pendant 1 an. 1 an, ça veut dire que la MONUSCO va être ici pendant les élections. Mais c'est quand même... Est-ce qu'on comprend le danger? Poussons un peu la réflexion trop loin. Oui. Mais pourquoi, la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici, est celle de savoir pourquoi partout où surgit un conflit dans notre pays, il y a toujours la présence étrangère, intéressée, vigilante et impitoyable. Vous ne voyez pas que c'est une façon de mettre en contribution nos vies et nos faiblesses? Mais non, mais c'est notre faute. Moi, je ne comprends pas. Encore une fois, je ne comprends pas comment, on a signé l'entrée de notre pays dans l'EAC. Je ne comprends pas comment on a accepté que la MONUSCO reste encore ici, alors que le régime précédent avait exigé son départ. Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qu'on attend pour déployer 30 000 militaires au moins dans l'est de notre pays? Qu'est-ce qu'on attend? On va demander les troupes étrangères. Si le M23 peut avoir combien de militaires, combien de personnes, d'effectifs? 3 000, 4 000, 5 000? Nous avons une armée de 150 000 soldats au moins. Pourquoi on ne déploie pas 30 000 militaires, voire 40 000, même 50 000 dans cette partie du territoire pour sécuriser? Pour quelle raison on ne le fait pas? L'M23 détient des armes sophistiquées, plus que l'armée. Il n'y a pas d'armes. Bien qu'il y a une acquisition des matériels militaires dans les Nord Kivu, en provenance de la Turquie, mais il ne faut pas oublier que le M23 est... Il n'y a pas... Si le M23 a des armes sophistiquées, qu'est-ce qui nous empêche de les avoir aussi? Nous avons dans ce pays le cobalt, le coltan, le lithium, l'or, le diamant, le cuivre, tout ce que vous voulez. Nous pouvons troquer nos minéraux contre les armes et négocier avec ceux qui peuvent nous vendre les armes n'importe où. Quel est ce pays qui n'est pas intéressé par le cobalt? Vous pensez que nous avons la main libre pour faire tout ça? Mais c'est ça que je veux dire. Oui. Est-ce que vous pensez que nous avons les mains libres? Mais les mains libres, qui va vous libérer les mains? C'est vous qui devez vous briser les chaînes. C'est nous-mêmes qui devons briser les chaînes. C'est nous-mêmes qui devons interdire que des pays étrangers mettent les pieds à la CENI, là où nous organisons nos élections. Parce que la CENI, c'est la casserole où on prépare nos dirigeants. Alors, si vous acceptez que les Français, Américains, Belges, Norvégiens, je ne sais pas quoi, débarquent à la CENI et que tous viennent gentiment, voilà, on va vous proposer de l'aide pour organiser les élections, vous croyez que ces élections sont gratuites? Non. Quand vous acceptez ça, alors vous acceptez qu'ils viennent superviser vos élections. Et quand ils viennent superviser vos élections, ils ont dans leur mallette
déjà leur choix, leurs élus à eux. Et ils vont le proclamer avant même que vous l'ayez fait. Avec les médias qu'ils ont chez nous, avec RFI, avec Télé 50, avec TV5, avec France 24 et tout ce que vous voulez. Ils vont publier les résultats avant, parce qu'ils les ont déjà dans leur mallette avant d'arriver ici. Donc, refuser que ces gens viennent, comme on l'a fait le régime précédent, imposer que les observateurs doivent être africains. C'est facile de le faire. Mais on l'a fait, non? Le régime précédent l'a fait. Le régime précédent a interdit que les pays occidentaux viennent superviser les élections. Le régime précédent a fait en sorte qu'on finance les élections nous-mêmes. Sur le fond de décaissement propre. Mais oui. Sans pour autant faire allusion aux étrangers. Mais il ne faut pas faire allusion aux étrangers parce que entre amis, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. S'ils viennent, s'ils sortent leur argent, alors en contrepartie, vous devez leur assurer d'autres choses. Donc moi je dis que c'est comme ça, pour avoir les mains libres, c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, la fois passée, on a voulu même nous empêcher de promulguer les résultats. Imaginez-vous, avant cela, vous avez eu dans ce pays, au moment où on avait parlé de contrats chinois, on a vu, comment dirais-je, des pays étrangers venir ici pour la promulgation de nouveaux codes miniers. Oui. On a vu des puissances mondiales là, venir ici pour nous empêcher de promulguer ce code-là. Et le pouvoir congolais a refusé ça. Imaginez si le pouvoir congolais était un pouvoir qui dépendait d'eux. Est-ce que s'ils vous donnent leur argent pour être élus, est-ce que vous les regarderiez en face, vous pouvez leur dire non? Pas question. Mais lorsque vous parlez de la révisitation du code minier, c'est là à apporter quoi pour le pays? Malgré qu'on a révisité, c'est là à apporter en fait quoi? Moi, je pense qu'on était sur une bonne lancée en cette matière, parce que le nouveau code minier nous permettait beaucoup d'autres choses, mais ce code minier, le code minier est un texte. Il faut maintenant que le pouvoir en place veille à l'application du code minier. Alors, s'il ne le fait pas, parce que les multinationales n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait ce code minier, si le pouvoir en place va demander de l'aide, le soutien à l'extérieur, alors cet extérieur-là, composé de grandes puissances et de multinationales, ne peut pas accepter que vous puissiez mettre ça en application. Tout est lié. Moi, je pense qu'il est important, il est fondamental que nous comprenions que nous devons organiser nos élections nous-mêmes en les finançant nous-mêmes, même s'il faut transporter les urnes sur la tête. C'est la seule façon, s'il vous plaît, je termine, c'est la seule façon d'avoir les mains libres et de pouvoir prendre enfin les décisions qui nous concernent. Parce que nous savons ce qu'il faut faire, comment le faire, alors qu'on ait seulement les mains libres et puis on le fait. Mais pour les nouveaux codes miniers, il n'y a que cette option levée qui consiste donc à ne pas amener nos minéraux à l'état brut à l'étranger. Mais pensez-vous que c'est réellement respecté? Non, mais j'ai répondu, c'est une question de gouvernement. C'est une question d'avoir les mains libres. C'est une question... Nous sommes un pays producteur d'or. Si on pose la question, quelle est la production de la RDC en matière d'or, on ne sait pas. Et avec tout ça, avec l'or, avec le diamant, avec le cobalt et tout ça, nous avons une monnaie dont la valeur ne déborde même pas les frontières. Une monnaie qui ne vaut rien. Donc, c'est ça le problème. Et ça, c'est une question de politique. C'est au niveau politique qu'on doit changer les choses. Pour ça, on doit avoir un gouvernement fort, un leadership fort. Ce leadership fort, il est plus fort encore si, au niveau du pays, au niveau de l'ensemble, nous mobilisons les Congolais pour le soutenir. Maintenant, l'enjeu qui constitue notre pays pour les forces étrangères, Corneille Mulumba, l'EAC, est-ce que la République démocratique du Congo, celle ne peut pas combattre les forces étrangères obscures qui sèment la terreur et la désolation à l'est du pays? Mais c'est ça que j'ai dit, non. Dénonçons l'accord de Luanda. Dénonçons la participation de notre pays au sein de l'EAC. Exigeons le départ des troupes. Et ça, si le gouvernement n'est pas assez fort, les organisations de la société civile et les partis politiques peuvent mobiliser l'opinion. Nous avons un certain millier de partis politiques. Si chaque parti mobilise 1000 personnes, ça fera 1 million de personnes.
1 million de Congolais dans les rues de Kinshasa, je vous assure que le message sera entendu partout. Chaque parti, s'il existe un parti politique, que chaque parti politique mobilise 1 million. Le mois de janvier est un grand mois de patriotisme. C'est là le 4 janvier, c'est l'assassinat de Mzé, c'est l'assassinat de Lumumba. Donc, c'est un moment où nous devons porter, faire une démonstration de force au niveau de la RDC, parce que ce sont tous des gens qui ont donné leur vie pour ce pays. Si on a 1 million de Congolais qui descendent dans la rue, j'ai dit aussi, désignons un militaire, comme changeons de gouvernement. Nous sommes en guerre, c'est un gouvernement de guerre. Un premier ministre militaire. Un général, Corneille Moulumba. Oui. Oui, il faut un premier ministre militaire, un ministre de défense militaire, de l'intérieur militaire. Oui. Et c'est pour quelle finalité? Et même au service étranger. Oui, non, mais il y a tout un esprit. Et puis, à partir de ce moment-là, on doit avoir un gouvernement de guerre. Ce n'est pas un gouvernement où on récompense des gens. C'est un gouvernement où on sélectionne des gens qui vont être là. Un gouvernement de 35 personnes, pourquoi pas. Les gouvernements que nous avons aujourd'hui, c'est des gouvernements où on remercie les gens, on récompense. C'est pas ça. Le pays est en guerre, il faut un gouvernement fort. Ce gouvernement fort-là peut décider, au niveau militaire, que le service de contre-espionnage de l'armée vérifie s'il y a au sein de l'armée un militaire qui n'est pas congolais, oui. On le saisit. Si on trouve un traître, on le fusille. C'est comme ça l'armée, mais il n'est pas de l'armée. Donc, déjà ça, on peut nettoyer notre armée. On a perdu 4 ans, ces 4 années, on peut les utiliser pour nettoyer notre armée. On ne l'a pas fait. Alors on continue à se plaindre que notre armée est infiltrée. Elle sera infiltrée jusqu'à quand? Elle sera infiltrée jusqu'au moment où nous décidons enfin de la nettoyer. Ça, c'est une chose. Donc, je crois, moi, que ce qui se passe là, nous sommes tout à fait en mesure de mettre fin à cette affaire de l'Est là-bas, mais qui nous empêche, nous, de nous approvisionner en armes? Personne. Parce qu'en réalité, même s'ils veulent nous bloquer, nous pouvons passer par certains pays amis qui sont de la SADC, qui nous ont aidés déjà par le passé, pour nous équiper en armes. Mobilisons nos jeunes, déployons les troupes là-bas, mettons une armée, comment dirais-je, un gouvernement beaucoup plus costaud sur le plan militaire et des patriotes. Je pense qu'on est tout à fait en mesure de neutraliser ces gens-là. Corneille Moulumba, avec l'arrivée de la force régionale, il y a déjà eu remise de la base militaire de Rumangabo par le M23. Ils ont remis à qui? À la force régionale. Ouais. Vous ne croyez pas que c'est une avancée? Ce n'est pas une avancée du tout. Si c'est l'effet à faire de ce qui avait repris ça, oui. Mais le M23, c'est la force, c'est la East African Community. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Kenya. Mais la force régionale travaille en connivence avec la force régulière de la République démocratique du Congo. Refusez ça. La force régionale, là, elle est soutenue par les Américains qui soutiennent le Rwanda. Si le Rwanda nous a fait la guerre jusqu'à présent, c'est parce que les Américains et compagnie le soutenaient. Donc, si on comprend ça, alors on va épargner la vie de milliers de nos compatriotes. Donc, il n'y a aucune raison de faire confiance aux troupes de l'EAC. Aucune raison de faire confiance. Les FARDC sont capables tout à fait de maîtriser la situation. Prenons seulement les décisions qu'il faut. Donc le problème pour moi, il est politique. Si les politiques ne prennent pas les décisions qui s'imposent, notamment en déployant plus de militaires là-bas, en achetant les armes, même en troquant le minerai pour avoir les armes, s'ils ne font pas ce qu'il faut pour que la population soit mobilisée, monsieur le journaliste, observez un peu nos chaînes de télévision, vous allez voir, en commençant par la chaîne nationale, combien d'émissions sont consacrées à la mobilisation des Congolais, à la sensibilisation, au patriotisme, combien d'émissions? Alors que non seulement parce que nous sommes en guerre, nous sommes à la chaîne nationale, mais les autorités devraient peser pour que toutes les chaînes, tous les médias congolais soient sensibilisés de ça, pour que la population même soit mobilisée. Alors quand vous lancez l'appel à la marche, tout le monde vient parce que tout le monde est sensibilisé. Les universités, les écoles supérieures, les écoles secondaires même, les mamans, les papas, tout le monde dans la rue. Qu'il y ait des gens qui viennent de Tchangou, ceux qui viennent de Kinsuka, ceux qui viennent de Mongafula là-bas, de gauche et à droite, que les gens viennent. 1 million de Congolais, il n'y a jamais eu ça ici.
qu'il y ait 1 million de Congolais dans la rue. On voit la tête de manifestation des prêtres, des pasteurs, des professeurs d'université, des ministres, des députés. Je vous assure que ce sera un grand message adressé au monde. Les choses vont s'arrêter. Pour le moment, nous blaguons. Mais pour ça, il faut que le gouvernement s'implique. Il faut que notre leadership s'implique. Pour le moment, il ne fait rien. Alors, on parle de diplomatie. Il n'y a pas de diplomatie qui tienne tant que vous êtes faible en interne. Il n'y a pas de il n'y a aucune diplomatie agissante, parce qu'il dit diplomatie, c'est négocier. Vous négociez avec quoi quand vous êtes en position de faiblesse? Quand vous êtes à genoux, vous ne pouvez pas négocier. Réveillons-nous, mobilisons-nous, alors on pourra négocier. Pour Très le bien. moment, Corneille Mouloumba, on ne doit pas s'éterniser là-dessus parce que les temps qui nous a impartis touchent à sa fin. Nous voulons que nous puissions aborder une autre question pour terminer. C'est en fait la position des trios. Les trios, c'est-à-dire Martin Fayoulou, Matata et puis Mukwege, réitérés par le FCC. Vous, en tant que politique, comment interprétez-vous ces problèmes? bon, écoutez, moi je pense, que ce que vous avez cité, Ils sont là déjà, oui, ils sont là. à Ils mes, sont là devant nous. à mes yeux, n'ont pas fait preuve de beaucoup de patriotisme. Moi, je m'attache beaucoup à des gens qui peuvent... Il faut coaliser les forces, c'est une bonne chose. La question est pour quelle cause? C'est un problème de cause. Quelle est la cause? Si les uns et les autres vont à l'extérieur pour demander de l'aide, alors c'est foutu d'avance. Parce que... Qui demande de l'aide? S'il vous plaît? Qui demande de l'aide? Mais j'ai dit, si je parle, on a tous vécu et c'est pas la première Ils fois. sont là Oui, au nombre de d'accord. 3. Matata, Oui. Fayoulou et J'ai dit Mukwege. ceci. J'ai dit ceci. On a besoin d'un leadership fort. On a Oui. besoin d'un leadership patriotique. Ils peuvent se mettre ensemble, mais qu'ils fassent la preuve, la démonstration de leur patriotisme, de leur force, de la capacité de mobiliser les Congolais, de les sensibiliser. Il faut gagner la confiance. Donc le fait qu'ils se mettent ensemble, ce n'est pas ça le problème, ça ne me dérange pas. Mais j'aimerais moi voir rapidement que dans ce pays se constitue une coalition de patriotes, hein, et des gens qui sont conscients de ce que c'est en RDC, ici chez nous, que nous pouvons trouver, que nous avons le devoir de trouver les forces en nous-mêmes, les forces nécessaires pour conduire notre pays plus loin. Donc, tant que c'est passable, le reste, bon. Donc, faudra-t-il admettre que la démarche du FCC est vouée à l'échec? D'autant plus qu'ils ont réitéré la position de ces 3 messieurs qui sont devant nous, Matata, Fayoulou et Dr Modeni Mukwege. Je vous assure que, bon, sont tous des candidats par la présidence de la République. Voyons voir d'autres candidatures qui vont se poser. Mon espoir est qu'il y ait des vrais patriotes candidats pour lesquels nous devons voter. Mais qui n'est pas patriote? Mukwege, c'est un Congolais. Non, Fayoulou, c'est un Congolais. Matata également un Congolais. Tous les Congolais ne sont pas des patriotes. Ah bon? Il ne faut pas être Congolais pour être patriote, c'est pas vrai. Il y a de ces Congolais qui sont capables de mettre leur vie en jeu pour que les choses changent, pour que le pays s'en sorte. Parce que quand vous allez devoir prendre certaines décisions, vous allez mettre en jeu les intérêts de certains. Et quand vous allez mettre en jeu les intérêts de certains, ils vont vous menacer. Il faut que vous soyez capable, de ne pas vous laisser corrompre, de ne pas avoir peur, et ainsi de suite. Mais déjà, si ce n'est pas le cas, et moi je sais que, pour avoir vécu longtemps avec l'homme blanc, je sais que quand il vous sourit, ça ne veut rien dire. Et que quand il vous applaudit, sachez que derrière, il y a une pensée, il y a une arrière-pensée. Et donc, moi je veux voir des Congolais qui vont auprès des Congolais, auprès des populations, chercher la force nécessaire pour résister. Comme Mzee l'a fait, comme d'autres. Comme Félix le fait. Moi, je n'ai pas encore vu ça. J'ai vu Félix aller beaucoup à l'extérieur, demander les citoyens américains de tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est pour améliorer tant soit peu sur le plan interne, Mais, la attendez. situation politique, économique et nous sociale. sommes de l'UDPS, ça fait 42 ans que nous sommes dans cette affaire. Et on a compris, une chose qu'on a comprise au moins, c'est qu'on ne doit pas compter sur l'extérieur. L'extérieur n'a aucun intérêt à ce que nous puissions aller de l'avant. Au contraire, l'intérêt, c'est que nous continuions à avoir le nez sous l'eau. Donc, c'est à l'intérieur. Moi, j'aurais voulu, à l'intérieur du pays, mobiliser les Congolais. Alors, pour le moment, on n'a pas encore fait cette démonstration. Et tant qu'on n'a pas fait cette démonstration, moi, je ne crois pas. Très bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous avions reçu pour vous M. Corneille Mouloumba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. On lui appelle communément les pionniers des l'IDPS. Donc, pour lui, il est parmi les fondateurs
de cette formation politique chère à Etienne Tshisekedi Ouamoulumba. Avec lui, nous avions décrypté l'actualité politique brillante de l'ère en République démocratique du Congo. On se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité, mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne.